Quand même, tout à l'heure, quand je vous ai dit que ça a été un moment important, Hector Balck, quand vous avez trouvé l'image, quand vous avez rencontré l'image, quand vous avez rencontré cette technique de télévision, ça a changé votre manière d'être. Évidemment que pendant 20 ans avant, vous aviez écrit des textes... non, j'avais regardé la peinture, mais c'est sûr que... Ça change, là, vous fabriquez une œuvre d'art, de toute façon. Un film sur la peinture comme ça, c'est aussi une œuvre d'art. C'est sûr qu'il y a un petit côté... C'est vrai, je suis allé plus loin dans la connaissance du corps pictural, ça c'est sûr. D'abord parce que quand vous filmez, c'est tout un business de monétisation, d'avoir des lampes, de pouvoir mettre 2000 watts, etc., etc., pour pouvoir mieux faire les tableaux, d'avoir un escabeau, d'être en face des détails, de ne pas avoir le reflet, si vous voulez, de l'issue de secours qui se trouve devant vos yeux quand vous regardez un tableau, parce que, etc., il y a quand même beaucoup de tableaux qui sont proches de l'invisible. Donc ça fait un confort de regard qui est beaucoup plus grand. Et c'est sûr que... c'est bien que ça me soit arrivé un peu tard dans la vie, parce que j'avais tellement aimé ces peintures, tout d'un coup, c'est... Oui, j'ose pas faire des métaphores du genre, enfin faire l'amour à la maîtresse aimée, mais enfin, il y a quelque chose comme ça quand même. Il y a des photos, j'ai vu ça sur Internet, où on vous voit en plein travail. Oui, c'est un côté amoureux quand même. On vous voit en plein travail de filmage, avec un gros matériel, évidemment, une caméra. Enfin, maintenant, une caméra, c'est plus très très gros, mais des projecteurs, des choses comme ça. Et on sent l'intimité, là, on sent l'approche. De même que, moi, je sais pas, exemple personnel, il m'est arrivé d'aller dans certains musées, on peut quand même photographier de tout près sans que le gardien vous saute dessus. Et on voit des choses avec son appareil photo maintenant qu'on ne voyait peut-être pas. On cherche le détail. Quand on cherche le détail, on le trouve. Avant, on ne le trouvait pas forcément. On voyait un tableau. Et là, on voit, par exemple, du Manet qu'on évoquait tout à fait au début, qui est à Berlin, s'approcher de la petite nature morte qui est dans un coin, s'approcher du chapeau du jeune homme, s'approcher de la cravate et de la chemise à rayures du jeune homme. C'est intéressant en soi. Et c'est toute la différence. L'outil change tout. L'outil change le regard, là. C'est toute la différence qu'il y a entre l'art moderne et l'art pas moderne. L'art moderne commençant avec, comme tout le monde, la fin des impressionnistes, le cubisme, et puis après l'art abstrait, etc. Autrement dit, l'art du XXe siècle. L'art du XXe siècle s'intéresse à donner à voir une image. L'art qui date d'avant l'art moderne, autrement dit d'avant le cinéma, parce que l'un a à voir avec l'autre, consiste à montrer une peinture dans laquelle vous avez un certain nombre d'images qui sont enchâssées les unes dans les autres. Un tableau de Mondrian ou de Pollock, c'est juste une image. Si vous faites un détail de ce tableau, ce n'est plus un Mondrian et ce n'est plus un Pollock. C'est autre chose, intéressant ou pas intéressant, comme vous voudrez. Alors que si vous faites le détail, autrement dit une région, j'aime pas le mot détail, il y a un côté justement parce qu'il s'agit de faire de ce détail une nouvelle partie, voire un nouveau tout d'un tableau de Raphaël, d'abord vous distinguez ainsi, c'est ça aussi la grande différence, c'est que prenez un maçon, c'est un peintre figuratif du XXe siècle, le maçon, on reconnaît tout de suite, c'est un maçon, quoi. Oui, c'est tout de suite qu'on reconnaît. Alors que un Raphaël, on ne le reconnaît pas tout de suite d'un Pérugin. Pour regarder la différence qu'il y a entre Raphaël et Pérugin, il faut regarder les mains, il faut regarder les textures, il faut regarder les robes, il faut regarder les visages. Donc, vous voyez, on est passé d'un art où les tableaux avaient je caricature à peine, la même composition, mais c'est dans les détails qu'ils étaient différents, avec des tableaux dont la composition du tout au tout va faire la marque de fabrique de l'artiste qui l'a fait. Et donc, la peinture moderne, je relève davantage de l'affiche, dans le sens où c'est pas très intéressant de voir le détail d'une affiche. L'affiche, c'est une image entière, comme une photographie. Et je sais combien il y a des génies en photographie, la question n'est pas là. Alors que la peinture d'avant le cinéma, c'est un voyage dans l'image, dans lequel finalement le jugement que vous avez, il n'arrive qu'à la fin de l'image où vous avez mis en équation l'image du tout avec l'image de chacune des parties, des personnages, des lieux, des recoins du tableau. Et c'est une fois que vous avez vu tout ça qui vous a pris 10 minutes ou un quart d'heure, ou je ne sais pas, en tout cas moi qui me prends ce temps-là, fait que tout d'un coup, comme on juge d'un film dont on ne peut pas juger exactement la dernière image qu'on en pense, mais qu'il faut attendre un petit moment, on dit, attends, il faut que ça trotte dans ma tête pour voir si c'était un bon film, c'est parce que c'est comme vous aviez vu les meilleures séquences, vous direz finalement il n'y avait rien de faible dans ce film, toutes les scènes étaient bonnes, etc., etc. Donc voilà la grande différence qu'il y a entre la peinture et l'art moderne. Vous prenez un exemple, c'est celui d'une Vierge de Botticelli.
Botticelli, dont vous vous approchez avec la caméra et vous allez sous son épaule, sous sa cape, sous son manteau. Elle est en train de tendre l'enfant Jésus à Jean-Baptiste. Et en même temps, c'est un peu ambigu parce qu'on a l'impression que Jean-Baptiste tire l'enfant Jésus à lui comme s'il lui donnait naissance, comme si c'était un accouchement. C'est un petit peu ambigu. Mais vous décrivez ce qu'on voit sous l'épaule de la Vierge et sous le manteau de la Vierge. Vous dites alcôve au creux de Marie. Cette alcôve bleue et rouge, ces formes de ventricule et d'aorte, parce qu'il y a les liens qui tiennent son manteau, qui sont rouges ou bleus, dessous d'un trois-mâts, intérieur d'une grotte cousue, lame d'une épée sortant de la garde, organes coloriés du corps humain. C'est tout ce que vous voyez dans sous cette épaule de Marie. Et là, il n'y a que la solution de l'équivalence pour donner des images à lire. Les donner à voir, c'est relativement facile quand on peut cadrer, mais les donner à lire, on joue sur l'équivalence. Alors, dans mon fatras de métaphores un peu poétiques, j'ai fait exprès d'en mettre beaucoup pour excuser, si vous voulez, l'éventuelle mauvaise qualité des métaphores que j'ai faites. J'en ai mis plein pour dire qu'en vérité, quand on regarde ça, si on est de bonne foi, on peut voir tout ça, parce que de toute façon, on ne voit absolument pas qu'il s'agit du ventre recourbé de Marie sur la tête qui plie, si vous voulez, dont le corps plie à l'endroit de l'enfant Jésus. Et ce que je dis, c'est que ça fait partie, que quel que soit si vous voyez un trois-mâts ou vous voyez une aorte, vous voyez ce que vous avez envie de voir, mais l'important c'est que vous ne voyez pas exactement ce qu'il faut voir, et c'est qu'en reculant qu'on voit le tout. Et c'est ça fait partie du plaisir de la peinture, que tout d'un coup, en s'approchant, un autre univers se crée, quelle que soit la métaphore que vous lui donnez. Il y a une question j'ai l'esprit d'escalier, une question par laquelle j'aurais dû commencer, peut-être Hector Rebalque. Pourquoi la peinture ? Vous faites des allusions à l'architecture, ou à la bande dessinée, ou à la sculpture, bien sûr, mais pourquoi la peinture ? Vous parlez surtout de peinture depuis, en tout cas, 1 heure. On n'entend que ce mot, peinture, peinture. D'ailleurs, que mettons derrière peinture ? Qu'est-ce qu'on appelle peinture ? Qu'est-ce qui est de la bonne peinture ou de la mauvaise peinture ? C'est encore une autre question. Mais pourquoi ça a été la peinture, vous ? Ça, c'est une bonne question, parce que franchement, je ne sais pas. J'ai bien senti que... Non, parce que moi, j'ai toujours été des difficultés avec la musique, et j'ai mis beaucoup de temps pour... D'abord parce que je n'ai aucune mémoire musicale, c'est absolument terrible. C'est-à-dire que j'écoute un concert au bout de 10 secondes, j'ai oublié ce qui s'est passé il y a 10 secondes. Il faut que j'entende les morceaux 200 fois pour essayer d'avoir une idée d'eux. C'est peut-être pour ça que je suis un peu obsessionnel et que j'ai besoin de les découper par Raphaël Perrault. La littérature, faire de la littérature sur la littérature. Je suis très sensible à la littérature. Enfin, personnellement, je suis un lecteur de poésie. Faire de la littérature sur la littérature, ça ne marche pas bien. Alors que la peinture, c'est merveilleux pour la critique d'art, si vous voulez, parce que on peut parler, on ne gêne pas le tableau. Et le tableau, il existe. Alors que vous avez parlé dessus, on n'est pas gêné, vous voyez. Et c'est là où, c'est comme les gens, la critique de cinéma, j'ai tenté en faire parfois sur certains duels filmé par Sergio Leone, j'ai fait des choses comme ça, mais c'est pas formidable parce que faut se taire, vous voyez, parce que c'est très beau la musique et surtout la bande son avec les animaux de la ferme et je ne sais quoi que Sergio Leone met dans ses duels, qui fait que ça se marie pas bien. Vous voyez, le lieu privilégié de la critique d'art, c'est quand même la peinture. Alors maintenant, de la peinture, je tire des choses concernant, comme vous l'avez dit, la lumière ou l'espace, qui peuvent s'appliquer à d'autres, vous voyez, la narration, etc. Donc c'est-à-dire que ces domaines d'excellence de la peinture sont parfois... l'anatomie, vous voyez, relève aussi de la sculpture. La physionomie ne relève que de la peinture, très rarement de la sculpture. Et certains repas, la physionomie ne relève pas de la littérature. La lumière relève de la peinture, mais comme on sait, du cinéma, de la photographie, de plein d'autres arts, etc. Quant à la narration, elle relève du théâtre. Et il y a un grand rapport avec... Mais oui, c'est toujours le point commun à la peinture. Pourquoi je peux pas en dire... Je peux pas aller plus loin dans le pourquoi. C'était le plaisir de parler sur... Disons, ça tombait bien, en vérité, parce que moi, j'ai aimé la peinture avant quoi que ce soit. Donc, ça tombait bien que la critique d'art puisse être un domaine dans lequel... Parce que vous voyez, il faut bien voir. Moi, j'arrive d'une génération... les gens qui sont au-dessus de moi en génération, c'était des gens qui... moi, j'arrive un peu après l'avant-garde, au sens où, même en histoire de l'art, il y a une sorte d'avant-garde. N'en déplaise à Jean Clair, il en fait partie de cette avant-garde. Il fait partie...
Vous voyez, lui, il est né en 1940, moi je suis né en 1960. Jean Clair mettait un point d'honneur à s'intéresser à des formes d'art qui n'étaient peut-être pas considérées comme artistiques. Il interrogeait, et ça, combien c'est avant-gardiste, les rapports qu'il pouvait y avoir entre art et science dans une fameuse exposition qui apporte ce nom, je crois. Il va s'intéresser au cabinet de curiosité, c'est-à-dire ces collections dont on se demande si coquillages, objets scientifiques, objets dont on ne sait pas très bien à quoi ils servent, etc., sont des objets un peu paradoxaux du domaine esthétique. Enfin, tout est là pour ne pas s'intéresser aux mastodontes dont on a tout dit, que l'on connaît par cœur et dont il faut s'échapper. Les mastodontes s'appelant Rembrandt, Vermeer, Velázquez, etc., etc. Et moi, j'arrive à une époque où j'ai l'impression qu'avec les nouveaux moyens de filmage, de connaissance, de restauration, de qualité de la caméra, qui sont totalement récents. C'est incroyable ce qu'on a fait comme progrès entre les années 80 et les années 90 et 2000 en termes de caméra. Et bien, tout d'un coup, un boulevard nouveau nous permet de se réattaquer aux plus grands artistes de l'humanité sans avoir peur. Et tout d'un coup, j'étais tellement ravi, ça correspond tellement à ma façon de voir. C'est tout d'un coup, vous voyez, ce n'est pas dans les impasses que je vais faire mon bonheur, c'est dans les grandes avenues. D'ailleurs, dans le dialogue avec lui auquel je faisais allusion tout à l'heure, vous lui parlez de je ne sais plus qui, d'un grand artiste, d'un génie, et il vous répond « ça va sans dire ». Si je puis dire, votre manière à vous, Hector Robalcke, c'est de dire ce qui va sans dire, qu'on ne dit plus, somme toute, à propos de Michel-Ange. Vous faites combien de films pour 3 films à propos de Michel-Ange dans quelque temps un grand génie dont on pensait qu'il n'y a plus rien à en dire, ou que tout a été dit, alors qu'il faut redire, il faut regarder à nouveau. C'est surtout que les moyens d'aujourd'hui nous permettent de mieux voir qu'il y a 30 ans, la chapelle Sixtine, parce qu'elle est restaurée, de voir de plus près la Pietà, parce que j'ai pu avoir l'autorisation de la filmer de profil. Bref, il y a tout d'un coup un nouveau trésor visuel, si vous voulez, d'études, ce qui me semble fondamental et qui m'enchante. Et en plus, il doit y avoir un plaisir du jeu, je pense. Avoir la pièce qui est en dessous, combien il y avait d'écrans là devant lesquels vous montez, dans lesquels vous combinez vos films là. Derrière, il y a un micro qui vous sert à enregistrer vos textes. J'ai l'impression qu'il y a un côté ludique à fabriquer tout ça. Un côté artisanal, c'est sûr. Ludique, je vais vous dire. Ludique. Ça peut être sérieux, hein. Non, mais ludique, oui. Les gens, bon, je déteste pas passer pour un pitre parce que, si vous voulez, même mes films sont comme ça, quoi. Il y a un tiers de raisonnement, un tiers de lyrisme, un tiers on rigole, quoi. Vous voyez, et ça repose, quoi. Ça repose parce qu'être tout le temps dans l'exercice d'admiration, c'est fatigant. C'est fatigant, donc quand on me voit avec ma caméra en train de faire l'abruti, ou en train de tomber, ou en train d'être dans une position qui n'est pas très avantageuse, je le fais, c'est de l'humour, quoi. C'est drôle, ça repose, ça distrait, ça fait une entracte, si vous voulez, avant de réattaquer un chef-d'œuvre. Parce qu'en vérité, c'est ça qui est magnifique dans la peinture, c'est que le lieu du musée, je m'en fiche un peu. Ce qui est important, c'est que tout d'un coup, il y a un nouveau lieu qui naît quand on commence à rentrer dans le tableau, et c'est le contraste qu'il y a. Les gens me disent, pourquoi alors se filmer devant les tableaux? Je disais juste que ça fait le contraste. C'est-à-dire, c'est pour montrer combien est-ce que c'est magnifique de rentrer dans un tableau, que parfois il faut être dans le musée avec une caméra, avec des fils qui sont partout, qui sont un peu dégueulasses, etc. Parce que ça donne l'échelle aussi. Donc on voit que le tableau est petit ou il est grand. Parce que la télévision, elle restitue beaucoup de choses, mais elle ne restitue pas l'échelle. C'est-à-dire que finalement, quelle différence il y a entre filmer un tableau qui fait 2 mètres sur 2 qu'un tableau qui fait 50 cm sur 50 ou 20 cm sur 30? C'est pour ça que c'est parfois bon qu'on me voit au début ou à la fin d'une démonstration devant le tableau avec la caméra. Ça donne le sens des proportions, c'est tout. Il est l'espace, de toute façon, l'espace du tableau. Alors l'espace, c'est une question fondamentale. Ça peut être, par exemple, l'espace des petites scènes qu'il y a dans les prédelles de tableaux, qui sont des cubes, qui sont des cubes dans lesquels la caméra peut entrer. Alors là, c'est une perspective très très simple. Et puis ça peut être ça peut être des espaces abstraits complètement, qui n'ont plus rien d'humain, qui sont dans l'irréel, comme disait Malraux. L'irréel de la peinture. À propos, Malraux, c'est une référence pour vous? Des espaces faux aussi. J'ai pas lu Malraux parce que ça m'est tombé des mains chaque fois que j'ai tenté. Tout le monde me dit que c'est beaucoup moins
faux et finalement beaucoup plus profond que je pouvais le croire. Le problème de Malraux, c'est que comme c'est une écriture extrêmement labyrinthique, avec un esprit d'escalier, avec disons, bon, il laisse aller sa plume, etc. Je ne suis pas rentré dans Malraux, parce que moi, mon idole à moi, c'est pas Malraux, c'est Élie Faure. Qui était une idole de Malraux, de toute façon. Ah ben, c'est un bon point pour Malraux. Élie Faure, celui qui a écrit sur les plus grands génies seulement 5 ou 6 pages, quoi. Et ce qui est magnifique chez Élie Faure, c'est que c'est de la pure critique d'art, c'est-à-dire que on n'apprend rien, il n'y a aucune information historique. Ce qu'il dit sur Chardin, ou ce qu'il dit sur, c'est magnifique, ce qu'il dit sur Watteau, ce qu'il dit sur Michel-Ange, un peu plus faible. Titien, c'est pas mal. Tintoret, c'est extraordinaire. C'est du pur jus, c'est-à-dire que c'est une fois qu'il assume et qu'il n'a pas dit tout ce qu'il sait en histoire de l'art, toute la situation historique, le machin, il garde plus que l'affect. Il garde plus que l'affect, c'est-à-dire l'expressivité de l'artiste, et il fait 5, 6, 7, 8 paragraphes qui sont merveilleux et dans lesquels vraiment il fait de la super critique d'art, parce que ce qu'il dit sur la vision du monde prend naissance, si vous voulez, dans ce qu'il a regardé, et avec une mémoire tout à fait colossale, parce que lui il n'avait pas de caméra, etc. Et je prétends que chacune des textes sur Dürer est magnifique aussi, parce que c'est un Dürer qui, à mon avis, parle surtout des gravures, même s'il ne précise pas tout à fait la chose. Une phrase de Élie Faure est un montage vidéo de 5 ou 6 détails dont il ne dit pas que ce sont des détails de tableaux différents. Il reconstruit ainsi un tableau de synthèse, si vous voulez, qui serait le tableau de Watteau, dont il aurait décrit divers détails, lesquels appartiennent à des tableaux différents, et qui est suffisamment érudit ou qui a une mémoire visuelle particulièrement forte pourrait retrouver les détails des tableaux auxquels sa prose fait allusion, qui tout d'un coup vous dessine tout cela dans une seule phrase et qui restitue le meilleur de Watteau. Et là je dis bravo.